La Crimée est une péninsule qui offre au sud et à l'ouest une large ouverture sur la mer Noire et à l'est un contrôle important sur la petite mer d'Azov, embouchure vers deux fleuves, le Don et la Volga. Mesurant 27 000 km², un peu plus que la Sicile, elle est reliée au nord à l'Ukraine par l'isthme de Perekop et à l'est à la Russie, on l'a vu, via le pont sur le détroit de Kertch. Avant d'être associée à la guerre russo-ukrainienne, la Crimée était réputée pour son climat quasi méditerranéen. Son vin, ses montagnes, ses sites archéologiques et ses lieux de villégiature comme Théodosie, Soudak ou Alouchta. Ces 2 millions d'habitants se concentrent autour du grand port de Sébastopol, de la capitale régionale Simferopol et des régions de Kertch et de Yalta, célèbres car il fut acté en 1945 le partage de l'Europe. En effet, depuis 2000 ans, la Crimée, ce petit bout de terre, est un nœud géostratégique. Voyons pourquoi. Dès le VIe siècle avant notre ère, on trouve des colonies grecques au sud de la Crimée. La péninsule intéresse ensuite les Goths, l'Empire byzantin qui y fera baptiser le grand prince de la Russe de Kiev, les Mongols, les Génois et surtout au XVe siècle, les Tatars. Ces derniers y créent leur État, le Khanat de Crimée, affilié à l'Empire ottoman. En 1571, leur raid vers le nord, à la recherche d'esclaves russes et ukrainiens pour les Ottomans, entraîne le sac de Moscou. La réaction russe contre Constantinople aboutit en 1783 à la première annexion de la Crimée par Catherine II de Russie. Le prince Potemkin y fonde la forteresse de Sébastopol, siège depuis lors de la flotte de la mer Noire. De quoi sanctuariser de facto la mer d'Azov et étendre l'influence russe jusqu'aux Balkans. De nombreux Tatars doivent s'exiler, remplacés par des populations russes, ukrainiennes, allemandes, moldaves, arméniennes et grecques. Puis en 1853 éclate la guerre de Crimée. L'enjeu y est déjà le contrôle des détroits vers la Méditerranée. Et cette fois, Ottomans, Français, Anglais et Sardes s'allient pour vaincre les Russes. 1917, la révolution met fin à l'Empire russe. Pendant la guerre civile, la Crimée tente de prendre son indépendance, mais en 1921, la victoire des bolcheviks la transforme en république autonome intégrée à la République soviétique de Russie. Au début, l'URSS fait preuve de tolérance culturelle et linguistique, mais dès 1928, les persécutions anti-tatars et la russification reprennent. Juin 1941, Hitler envahit l'URSS. C'est l'opération Barbarossa. Conséquence, Staline fait déporter les Allemands de Crimée. Avant de s'en prendre en mai 1944, lors de la reconquête de la Crimée, aux Tatars accusés d'avoir collaboré avec les nazis. 180 000 seront déportés en 3 jours vers l'Ouzbékistan. Après la mort de Staline, son successeur Nikita Khrouchtchev prend une décision aux lourdes conséquences. En 1954, il transfère la Crimée de la Russie vers l'Ukraine. Raison officielle, fêter les 300 ans d'union des deux peuples. En réalité, Khrouchtchev veut renforcer les liens entre Russie et Ukraine, rallier le PC ukrainien dans une lutte de pouvoir interne, tout en délestant Moscou du poids de la Crimée, sinistrée par la guerre. Décision surprenante cependant, les 3/4 de la population étant russe, 1/4 seulement ukrainien. Les Tatars, eux, sont progressivement réhabilités, mais ne pourront commencer à rentrer qu'avec la perestroïka de Gorbatchev. 1er décembre 1991, sur fond d'effondrement de l'URSS, l'Ukraine organise un référendum sur son indépendance. Mais la Crimée reste divisée, seuls 54% de ses habitants votent pour, le score le plus faible de toute l'Ukraine. Lors du dernier recensement officiel en 2001, la Crimée comptait 58% de Russes, 24% d'Ukrainiens et 12% de Tatars. Kiev tient compte de cette majorité russe et dote la péninsule du statut de république autonome. Depuis 1997, un traité d'amitié et de coopération avec Moscou garantit par ailleurs à la flotte russe le droit de stationner à Sébastopol pendant 20 ans, moyennant finances et une réduction sur le gaz russe, bail prolongé en 2010. C'est l'un des rares ports russes en eau profonde en mer Noire. Mais fin 2013, après les manifestations de l'Euromaïdan, le président pro-russe, Viktor Yanukovych, qui bloquait l'accord d'association avec les Européens, est destitué. Dans le Donbass et la Crimée, on dénonce un coup d'État fasciste.
Le 27 février 2014, des soldats russes sans insigne, les fameux petits hommes verts, occupent le Parlement et l'aéroport de Simferopol et imposent un référendum non reconnu par le droit international. 16 mars 2014, la péninsule de Crimée est rattachée à la Fédération de Russie. Cette annexion n'est reconnue que par Cuba, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela, le Nicaragua et l'Afghanistan, mais condamnée par l'ONU et de nombreux pays, dont la Biélorussie et la Turquie, inquiètent du sort des Tatars. Les démocraties occidentales, le Japon, l'Australie et le Canada, imposent des sanctions économiques à Moscou et Paris va annuler sa vente de navires de guerre Mistral. L'annexion de la Crimée est très populaire en Russie et Poutine décide d'en faire la vitrine d'une Russie conquérante. Sébastopol devient ville à statut fédéral comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Malgré l'inflation et l'effondrement des exportations suite aux sanctions, la Crimée est classée zone économique spéciale. 70% de son budget est payé par l'État, salaires et retraites y sont doublés. Les opposants, surtout tatars, sont pourchassés pour terrorisme. Côté infrastructure, la Crimée, coupée de l'électricité d'Ukraine, est reliée au réseau russe et 3 nouvelles centrales thermiques sont installées. Stations balnéaires, aéroports et routes sont rénovées pour attirer, via le fameux pont de Crimée, inauguré en 2018, les touristes russes, biélorusses, arméniens et kazakhstanais. Ils sont 6,8 millions en 2018 et 9,5 millions en 2021, soit 5 fois la population locale. L'eau, en revanche, pose problème. L'Ukraine a en effet bloqué le canal de Crimée du Nord, qui fournissait 85% de l'eau douce depuis le Dniepr. Résultat, l'irrigation doit être divisée par 10, riz, soja et maïs sont abandonnés. Le forage de puits accélère la salinisation des sols, d'autant que 20 000 nouveaux soldats russes sont arrivés depuis 2014. Suite à l'annexion, en effet, la flotte de la mer Noire est modernisée. Sous-marins d'attaque, frégates, chasseurs, missiles et batteries anti-aériennes peuplent désormais la Crimée. En annexant la péninsule, Moscou annexe aussi un large espace maritime avec sa zone économique exclusive, une quarantaine de gisements d'hydrocarbures en mer Noire et d'Azov. Elle prive ainsi d'un accès essentiel à la mer Noire les pays de l'OTAN, dont ses voisins, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie. Et de Crimée, la Russie peut se projeter vers la Méditerranée orientale, où sa marine exploite une base à Tartous, en Syrie. 24 février 2022, la Russie tente cette fois d'envahir toute l'Ukraine via la Biélorussie, la Russie et la Crimée. Moscou rétablit aussitôt l'eau douce du canal de Crimée et bloque et bombarde les ports ukrainiens, dont Odessa et Kherson. Mais l'enlisement de l'armée russe l'oblige bientôt à faire venir des troupes de Syrie et du Tadjikistan. Pour l'Ukraine, libérer la Crimée est crucial. Symboliquement, c'est ici qu'a commencé l'invasion russe en 2014, et militairement, pour bloquer le ravitaillement des troupes russes du front sud. Dès octobre 2022, le pont de Crimée devient une cible régulière, le tourisme s'effondre, la destruction du barrage de Novakhovka aggrave la guerre de l'eau. À l'automne 2023, missiles et drones ukrainiens mettent en danger l'ensemble des 200 installations militaires de Crimée et même la base russe de Novorossiysk en mer Noire. Objectif, mettre fin à l'occupation russe de la Crimée. 1989, la communauté économique européenne, 341 millions d'habitants, est un club de 12 démocraties prospères. Sa capitale, Bruxelles, abrite aussi l'OTAN, alliance militaire défensive de 14 membres, créée en 1949 par les États-Unis face à l'occupation soviétique de l'autre Europe, celle de l'Est. Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. La chute du mur de Berlin, puis la fin du pacte de Varsovie, ouvre un nouvel horizon à 133 millions d'habitants si l'on inclut dans cet Est européen les États baltes et les Balkans. L'ex-RDA intègre la CEE et l'OTAN dès la réunification allemande le 3 octobre 1990. En parallèle, la constitution par Moscou d'une nouvelle alliance, la communauté des États indépendants et le déclenchement de la première guerre de Tchétchénie inquiètent les anciens satellites.
Résultat, en 1999, Varsovie, Prague et Budapest rejoignent à leur tour l'OTAN, celle-ci s'étant engagée à ne pas stationner d'armes nucléaires dans l'ex-bloc de l'Est. L'Alliance fête alors ses 50 ans, vient de pacifier la Bosnie-Herzégovine, intervient militairement lors de la guerre du Kosovo, ce qui irrite grandement Moscou. Entre 2004 et 2020, 11 autres États de l'ex-empire soviétique vont s'ancrer à l'ouest, sous le parapluie de l'OTAN. États baltes, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie et Slovénie, plus 4 États des Balkans, Croatie, Albanie, Monténégro et enfin Macédoine du Nord. En parallèle, Bruxelles a fixé dès 1993 des règles aux pays de l'Est qui veulent intégrer l'Union européenne, les critères dits de Copenhague. Démocratie, respect des minorités, économie de marché viable, intégration du droit européen. Entre 2004 et 2007, l'UE s'ouvre ainsi à ses 10 États, plus Malte et Chypre, aidant à y améliorer infrastructures et niveau de vie. Mais le degré d'intégration européenne varie selon le pays. Parmi ceux qui sont entrés dans l'UE avant 2008, les États baltes, la Slovaquie et la Slovénie sont désormais membres complets des espaces Schengen et Euro, mais la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, soit 59 millions d'habitants, restent hors de l'euro, faute de convergence suffisante. L'adhésion simple de Bucarest et de Sofia, hors euro et hors Schengen, a été repoussée de 3 ans pour cause de corruption et de manque de contrôle des frontières. Mais surtout, d'autres divergences plus fondamentales apparaissent au grand jour. Dès 2010, l'autoritaire Viktor Orban transforme la Hongrie en démocratie illibérale, réduisant les droits de l'opposition et de la presse et jouant la carte nationaliste, y compris vers les minorités hongroises des États voisins. La Hongrie est suivie en 2015 par la Pologne, 5e État le plus peuplé de l'Union, où les ultra-conservateurs du parti Droit et Justice attaquent juges, droit à l'avortement et homosexuels. Lors de la crise migratoire de 2015, ces pays dits du groupe de Visegrad refusent une répartition équitable des demandeurs d'asile en Europe. Enfin, en 2018, en Slovaquie, un journaliste dénonçant la corruption du pouvoir est assassiné. Ces atteintes aux valeurs fondamentales de l'Union européenne choquent l'Ouest, créant une méfiance quant à la possibilité de nouveaux élargissements. Promis dès 2003 aux pays des Balkans, ils n'aboutiront que pour la Croatie en 2013. La Russie de Vladimir Poutine, elle, bloque les rapprochements de la Géorgie et de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN, en occupant en 2008 en Géorgie l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, et en Ukraine le Donbass et la Crimée en 2014. Les sanctions européennes, puis les accords russo-ukrainiens de Minsk, parrainés par Paris et Berlin, figent le conflit sans le résoudre. Varsovie et les États baltes ont beau alerter face à l'expansionnisme russe, les 28 sont occupés par les crises de l'euro en Grèce, par le Brexit et par la crise mondiale du Covid-19. En effet, la guerre en Ukraine place les pays de l'Est en première ligne, tant pour l'accueil des 8 millions de réfugiés ukrainiens dont on voit ici le nombre à l'automne 2023, que pour l'aide directe, jusqu'à 1% de leur PIB pour les États baltes et la Pologne, contre 0,2% pour l'Europe de l'Ouest. Côté militaire, l'aide américaine, britannique, allemande domine en valeur absolue, mais les dons de missiles baltes, d'avions tchèques et de chars polonais ont été cruciaux. Et en 2022, le boom des dépenses militaires a atteint 36% en Finlande, 27% en Lituanie, 11% en Pologne, selon l'Institut CIPRI. En défendant son flanc Est, l'OTAN a par ailleurs envoyé 4 bataillons multinationaux en Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie, renforcer les 4 déjà stationnés depuis 2017 en Pologne et dans les États baltes. Au total, 40 000 hommes, en plus des 100 000 GIs en Europe. À cela s'ajoute l'adhésion en urgence à l'OTAN de la Finlande le 4 avril 2023, celle de la Suède attendant la ratification de Budapest qui la bloque. De quoi tripler la frontière commune OTAN-Russie. On voit ici les 1340 km de la frontière Finlande-Russie qu'Helsinki a commencé à fortifier sur certaines sections. L'OTAN contrôle aussi la Baltique, qui était jusqu'en 1989 un lac soviétique. En réaction,
Moscou a déployé des missiles Iskander dans son enclave européenne de Kaliningrad, capable d'atteindre la Suède. En cas de guerre directe, l'OTAN déploierait jusqu'à 300 000 soldats le long de sa frontière Est. Ce nouveau poids géostratégique renforce également l'influence politique des pays de l'Est à Bruxelles. Depuis 2014, les États baltes alertaient l'Europe d'une trop grande dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. En 2022, Berlin suspend enfin les 2 gazoducs Nord Stream. Par ailleurs, l'UE va voter 11 paquets de sanctions contre la Russie et débloquer 75 milliards d'euros en 2022-2023 pour l'Ukraine et les pays limitrophes, autant que les États-Unis. Côté énergie, les États baltes montrent l'exemple en mettant fin à toute importation de gaz russe. Pologne et Roumanie jouent désormais également les premiers rôles en Europe. Pour contourner le blocus russe en mer Noire, des couloirs sont établis via ces 2 pays, permettant d'exporter 60% des céréales d'Ukraine. Sans oublier les 60 millions d'euros de dédommagement pour les agriculteurs polonais, roumains et bulgares. Surtout, lors des Conseils européens de 2022 et 2023, l'idée d'un élargissement aux Balkans, à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie a fait son grand retour. L'Union européenne s'inquiète de l'influence de la Russie très active en Serbie, en République serbe de Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, mais aussi d'autres influences étrangères concurrentes. Celle de la Turquie autoritaire d'Erdogan en Bosnie et de la Chine de Xi Jinping, Pékin ayant intégré tous les Balkans sauf le Kosovo à son initiative dite 14+1, y finançant ponts et autoroutes. Sauf que cet élargissement de l'UE n'a rien d'évident. Côté candidat, les 6 États des Balkans, 17,5 millions d'habitants, doivent progresser sur le plan de la démocratie et de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, les escarmouches entre la Serbie pro-russe et le Kosovo restent fréquentes, 5 États de l'UE refusant toujours de reconnaître le Kosovo. Enfin, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont toutes des troupes russes sur leur territoire. Et puis il y a un défi colossal pour cette future Union européenne élargie. Comment éviter la paralysie d'une Union à 36 ? À elle seule, l'intégration de l'Ukraine, 37 millions d'habitants souvent ruraux, absorberait 20% des fonds européens selon une étude de l'UE. Et à 36, impossible de conserver un vote à l'unanimité pour toutes les grandes décisions, ni même d'avoir des commissaires pour tous les États membres. Ces réformes institutionnelles de l'UE, indispensables, seront difficiles. Surtout, la guerre en Ukraine menace désormais de diviser cet Est européen. Si le nouveau gouvernement polonais de Donald Tusk, élu en octobre 2023, est favorable aux aides à Kiev, en Slovaquie, l'eurosceptique Fico veut les réduire, tout comme le hongrois Orbán, seul dirigeant européen à avoir rencontré Poutine en 2023. Située au nord-ouest de l'Europe et d'une superficie de 30 688 km², la Belgique est un petit État comparable à une région française telle la Normandie. Bordée par la France, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas et la mer du Nord, avec ses 65 km de côte, la Belgique est surnommée le plat pays du fait de sa très faible altitude. Peuplée de 11,75 millions d'habitants, soit autant qu'en Île-de-France, la Belgique est le 3e pays le plus densément peuplé de l'Union européenne, après Malte et les Pays-Bas. La Belgique est une monarchie constitutionnelle, où le roi n'a qu'un rôle symbolique. Et depuis 1993, c'est officiellement un État fédéral dont le pouvoir est réparti entre l'État, les communautés linguistiques et les régions. La Belgique est découpée en 3 communautés linguistiques, on l'a dit, néerlandaise, française et allemande. La région flamande au nord, ainsi que Bruxelles, rassemble 68% de la population, alors que la région wallonne, au sud, en rassemble 32%. On observe une véritable polarisation entre ces régions flamandes et wallonnes dans plusieurs domaines. En ce qui concerne la langue, tout d'abord, en théorie, le pays a 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Mais en réalité, chaque région parle sa langue. Seule Bruxelles, la capitale, ville flamande à l'origine, mais francophone à plus de 80%, conserve un statut de bilinguisme. Les divergences entre régions flamandes et wallonnes sont aussi économiques.
En effet, sur la période 2010-2021, la croissance moyenne en Flandre s'est élevée à 1,6% par an, ce qui est nettement plus rapide que le 1,1% en Wallonie et le 0,6% à Bruxelles. Et si l'on prend par exemple le marché du travail, en 2023, pour l'ensemble de la Belgique, le taux de chômage est estimé à 5,6%, à 10% dans la région de Bruxelles-Capitale, à 8,3% dans la région de Wallonie et à seulement 3,5% dans la région de Flandre. Par ailleurs, la Flandre représente à elle seule 81% du commerce extérieur de biens belges en 2022, notamment grâce au port d'Anvers, on y reviendra. Ces différences économiques se reflètent aussi dans les taux de pauvreté et dans les finances publiques, ce qui alimente la polarisation politique entre Flamands et Wallons. En Wallonie tout d'abord, c'est le Parti socialiste qui domine la vie politique. En Flandre, c'est le parti de la Nouvelle Alliance flamande, parti nationaliste créé en 2001 par Bart de Wever. Et les élections législatives fédérales de 2019 ont été marquées par la percée du Vlaams Belang, un parti d'extrême droite prônant l'indépendance de la Flandre. Dans cette Belgique morcelée, il y a aussi le cas particulier de Bruxelles, et plus précisément la région de Bruxelles-Capitale, qui compte Bruxelles, mais aussi les nombreuses autres communes telles Ixelles, Molenbeek ou Saint-Gilles. Alors arrêtons-nous un instant sur cette région belge centrale, seule région bilingue, on l'a dit. En tout, Bruxelles-Capitale compte près de 1 250 000 habitants, soit plus de 10% de la population belge. Malgré un fort taux de chômage, elle constitue le premier bassin d'emploi, notamment dans le secteur tertiaire et plus particulièrement dans les institutions internationales qui emploient 49 000 personnes et génèrent indirectement entre 120 000 et 160 000 emplois. Car Bruxelles est résolument tournée vers l'extérieur. Siège de l'OTAN depuis 1966, c'est aussi et surtout le siège des institutions européennes depuis 1958. C'est là que l'on trouve l'une des antennes du Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen, à tel point que l'on dit couramment Bruxelles pour parler de l'Union européenne. Si Bruxelles a été retenue comme siège de l'Europe, c'est parce qu'elle était considérée comme un territoire neutre entre les deux grandes puissances européennes que sont la France et l'Allemagne, entre les cultures latines et germaniques. Alors pour bien comprendre pourquoi la Belgique est à l'intersection de plusieurs cultures européennes, il faut faire un peu d'histoire. Si la Belgique est un pays assez jeune, son indépendance a été proclamée en 1830, auparavant, elle a appartenu à presque toutes les grandes puissances européennes, à commencer par les Romains, les Francs et le Saint-Empire romain germanique. Au Moyen Âge, le territoire belge est morcelé en provinces, sous l'autorité grandissante des ducs de Bourgogne. C'est la période où des villes comme Bruges, Anvers, Bruxelles, Louvain ou Gand deviennent de grands centres commerciaux, en particulier basés sur le commerce des draperies flamandes. Le XVe siècle voit la création et l'expansion des premiers centres d'imprimerie depuis Louvain, ainsi que la diffusion du protestantisme naissant. Au XVIe siècle, Charles Quint, roi d'Espagne, puis son fils Philippe II, qui règne sur le territoire, luttent contre le mouvement protestant qui s'étend. 1581, suite à des émeutes, les 7 provinces à majorité protestante obtiennent de l'Espagne leur indépendance et constituent les Provinces-Unies. 1815, c'est la création du Royaume-Uni des Pays-Bas, suite à la chute de l'Empire napoléonien. Mais cette union va voler en éclats le 25 août 1830 et la Belgique prend son indépendance vis-à-vis des Pays-Bas du fait de l'hostilité des catholiques face aux Néerlandais protestants. Dès lors, le pouvoir passe aux élites francophones et le développement de la révolution industrielle profite à la Wallonie, favorisée par ses territoires dotés de charbon et densément peuplés. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation s'inverse avec la fermeture des charbonnages. La Wallonie perd de larges pans de son industrie lourde. En 2021, la Belgique se classe en 2e position des pays les plus mondialisés, juste après la Suisse et avant les Pays-Bas. Et en 2022, la Belgique est au 8e rang mondial des pays exportateurs. En effet, le pays est aujourd'hui au cœur de ce que l'on appelle la dorsale européenne, une zone très dense qui va du sud-est de l'Angleterre au nord de l'Italie.
Le pays profite de cette position centrale au cœur des axes européens principaux, y compris les voies navigables. Le port d'Anvers est un symbole de cette centralité belge. Situé sur l'estuaire de l'Escaut, il donne à la fois sur la mer du Nord et sur une interconnexion de canaux qui vont jusqu'en Allemagne et en France. Anvers est le deuxième port européen, après Rotterdam. En 2022, près de 240 millions de tonnes de marchandises y ont transité. Mais il y a aussi la face sombre de cette centralité belge. En effet, depuis quelques années, Anvers constitue une place de choix pour les narcotrafiquants, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2023, les saisies de cocaïne atteignent des records, 116 tonnes contre 100 l'année précédente, ce qui correspond à près de la moitié de l'ensemble des saisies de l'Union. La drogue est acheminée depuis l'Amérique latine, où se situent les principaux pays producteurs, Colombie, Pérou, Bolivie. Le produit voyage avec les marchandises, dissimulées dans des doubles fonds, dans les containers transportant bois, bananes, fèves de cacao, vêtements ou engrais, pour être ensuite transformé en Espagne, aux Pays-Bas ou en Belgique même, puis redistribué. Ce trafic s'accompagne de la hausse continue de la criminalité, des règlements de compte et du blanchiment d'argent qui font craindre aux autorités belges que le pays ne devienne un narco-État défini par le FMI comme un État dont toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et par la richesse issue du trafic de drogue. Alors bien sûr, la Belgique n'en est pas là aujourd'hui, mais le projet d'enlèvement du ministre de la Justice par des cartels de la drogue en septembre 2022, déjoué par les forces de l'ordre, a servi de prise de conscience. Enfin, la Belgique contemporaine abrite d'autres réseaux, les réseaux djihadistes. On s'en souvient, les auteurs des attentats parisiens du 13 novembre 2015 venaient de Molenbeek à Bruxelles. Cet attentat et d'autres ont mis en lumière le rôle de cellules djihadistes basées en Belgique, plus ou moins ralliées à l'organisation État islamique ou à Al-Qaïda. Déjà entre mars 2011 et fin 2015, quelques 500 Belges sont partis de Vilvoorde et de Bruxelles vers la Turquie, puis la frontière syrienne. Ce qui, au regard de la population totale du pays, est considérable. Avec les Jeux Olympiques, Paris veut mettre en scène un écrin unique, une vitrine pour promouvoir l'excellence à la française grâce à un décor de cartes postales qui sera admiré par 4,5 milliards de téléspectateurs. Ainsi, le Grand Palais accueillera l'escrime et le taekwondo, le Champ de Mars le beach volley, l'Esplanade des Invalides le tir à l'arc et le parc du Château de Versailles l'équitation. Quant à la cérémonie d'ouverture, on l'a dit, elle devrait avoir lieu sur la Seine. Une aubaine pour Paris, première destination touristique mondiale, mais pas seulement. L'enjeu pour la France est aussi d'offrir un nouvel élan olympique, alors que l'organisation d'un tel événement est critiquée pour son coût et son impact environnemental. Avec un budget estimé à moins de 9 milliards d'euros, la compétition se veut ainsi la moins chère de ces dernières décennies. 95% des infrastructures sont déjà existantes, un atout majeur, alors que la France souhaite faire de ces JO un véritable laboratoire pour le climat, dans la droite ligne de l'accord de Paris de 2015. Exemple, la Seine-Saint-Denis. S'y concentrent les trois principales nouvelles constructions, le centre aquatique, le village olympique, qui sera transformé en écoquartier, et le centre des médias, installé entre Duny et le Bourget. Les organisateurs ont misé sur la sobriété pour tenter de changer durablement ce département, l'un des plus défavorisés de France. Objectif affiché de ces Jeux, ne pas dépasser 1,5 million de tonnes de CO2, soit une empreinte carbone divisée par 2 par rapport aux 3,4 millions de tonnes de CO2 des JO de Londres. Un élan vert terni par certaines décisions comme le choix du site de Tehupo à Tahiti pour l'organisation des épreuves de surf. Un site qui se trouve à 16 000 km d'avion de Paris et dont l'aménagement risque, selon les associations écologistes, d'endommager les récifs de coraux. Ces Jeux olympiques seront aussi un immense défi pour l'image de la France, qui va devoir gérer une menace terroriste et des risques de cyberattaques sans précédent. Voyons pourquoi. Avec 2 conflits majeurs en cours, en Ukraine et au Proche-Orient, les tensions géopolitiques sont extrêmement fortes. La seule présence des délégations des pays impliqués est un casse-tête diplomatique. Quant à la sécurité des JO,
30 000 forces de l'ordre et 22 000 agents privés seront mobilisés dans la capitale. La sécurité des athlètes israéliens est un enjeu majeur pour les services intérieurs français, alors que la tragédie de Munich en 1972 est encore dans toutes les têtes. 11 membres de la délégation israélienne avaient alors été tués par un commando palestinien, rappelant que cette grand-messe sportive n'est pas toujours un havre de paix. En réalité, les JO ont toujours eu des visées politiques et ont toujours servi les stratégies d'influence des États au fil du temps. Voyons comment. Les JO, c'est d'abord le moyen d'exister sur la scène internationale, car le CIO reconnaît plus de nations que l'ONU. 206 nations pour le comité olympique contre seulement 193 États pour l'ONU. On peut citer notamment le Kosovo, Taïwan, mais aussi la Palestine, qui a participé pour la première fois aux JO d'Atlanta en 1996. Les JO ont ensuite été longtemps l'apanage des seuls pays occidentaux, lesquels ont utilisé cette compétition pour asseoir leur puissance. Ainsi, aucune ville africaine n'a organisé les JO, une seule mégalopole sud-américaine, Rio, en 2016. Désormais, dans un monde plus globalisé, de nouveaux États cherchent eux aussi à utiliser l'événement comme relais d'influence, et peu importe si leur modèle est démocratique ou autoritaire. C'est le cas de la Chine en 2008 pour les JO d'été et en 2022 pour les JO d'hiver, nous y reviendrons plus tard. La compétition sportive est aussi l'occasion de déplacer les rivalités géopolitiques sur un autre terrain. Ainsi, durant la guerre froide, on assiste à un affrontement entre les États-Unis et l'URSS dans tous les domaines, mais aussi pour la course aux médailles olympiques. Dès leur deuxième participation en 1956 aux Jeux olympiques de Melbourne, les Soviétiques passent devant les Américains avec 37 médailles d'or pour l'URSS contre 32 pour les États-Unis. Il faut dire que les Soviétiques ont mis en place des machines à champions directement contrôlées par le régime communiste. Les deux Allemagnes se sont livrées à la même concurrence. La RDA était jusqu'à organiser un système de dopage d'État généralisé. Dans cette confrontation entre deux blocs, l'arme la plus radicale a été le boycott. En 1980, lors des Jeux olympiques de Moscou, les États-Unis et une soixantaine de pays refusent de se rendre dans la capitale soviétique pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan. 4 ans plus tard, en représailles, l'URSS boycotte les JO de Los Angeles aux côtés de 14 autres pays. Dès l'Antiquité, au 8e siècle avant Jésus-Christ, les prestigieux Jeux panhelléniques apparaissent. Ils se tiennent tous les 4 ans au solstice d'été à Olympie, Delphes ou Corinthe. Les meilleurs athlètes masculins viennent de toutes les cités et déjà la compétition cristallise les rivalités entre Spartiates et Athéniens. Pour autant, durant ces Jeux, la coutume est de ne pas se faire la guerre. C'est ce que l'on appelle la trêve olympique. Une philosophie reprise plusieurs siècles plus tard, en 1896, par le Français Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes à Athènes. L'événement, qui réunit des jeunes hommes de la classe dirigeante, peut, selon lui, pacifier les relations internationales. Mais cet idéal de paix va se fracasser sur la montée des nationalismes, dont le point d'orgue sera les JO de Berlin en 1936. Malgré l'appel au boycott de plusieurs pays, 49 délégations nationales participent à la plus grande opération de propagande nazie organisée par le Troisième Reich. C'est l'image d'une Allemagne nouvelle, forte et unie qu'Adolf Hitler veut mettre en valeur. Pendant les 15 jours d'épreuve, le régime utilise les JO pour dissimuler son vrai visage, l'antisémitisme et la montée du militarisme dans le pays. Objectif, promouvoir le mythe de la supériorité aryenne, les Allemands s'inscrivant comme les héritiers d'une antiquité fantasmée avec l'image d'athlètes blonds et héroïques. L'Allemagne sort d'ailleurs victorieuse de la compétition avec 89 médailles. Une propagande mise à mal par les 4 médailles d'or du sprinter afro-américain Jesse Owens qui inflige un cinglant camouflet à Hitler. Alors aujourd'hui, c'est une autre autocratie qui entend utiliser les JO pour affirmer son modèle sur la scène mondiale, la Chine, et c'est ce qu'on va voir maintenant. 2008, Pékin organise ses premiers Jeux. La mise en scène est grandiose,
Le stade, le fameux nid d'oiseau, est monumental. Le budget colossal, autour de 40 milliards d'euros. La modernité et la croissance économique de la Chine fascinent. Mais 14 années plus tard, lors des JO d'hiver, la démocratisation tant espérée n'a pas eu lieu. Le régime de Xi Jinping n'a fait que renforcer sa dimension autoritaire. Pour protester contre la violente répression des populations ouïghours dans le Xinjiang, la cérémonie d'ouverture est boycottée par plusieurs puissances occidentales, dont les États-Unis. À cette occasion, Xi Jinping met en scène son amitié avec Vladimir Poutine. Les deux hommes entendent ainsi défier Washington. 4 jours après la fin de ces JO, le 24 février 2022, Poutine lance d'ailleurs son offensive militaire à grande échelle contre l'Ukraine. Les régimes autocratiques aiment particulièrement utiliser cette grand-messe sportive pour avancer leurs pions sur l'échiquier mondial, et c'est ce que nous allons voir maintenant. 2014, avec les JO de Sotchi, Poutine veut incarner la puissance renaissante de la Russie. Le choix de cette ville est loin d'être anodin. Il a fallu 37 milliards d'euros pour transformer la cité balnéaire en station de ski, mais sa situation géographique est stratégique. En effet, la ville russe est située sur la mer Noire, dans le Caucase, à proximité de 2 pays issus de l'ex-URSS, l'Ukraine et la Géorgie, jugés trop proches de l'Occident par le pouvoir russe. Les Jeux Olympiques permettent à Vladimir Poutine de renforcer son influence et son attractivité dans la région. Et le 27 février 2014, comme il le refera en février 2022, Poutine, dès la fin des Jeux Olympiques, rentre en guerre contre l'Ukraine. Première étape, la Crimée. Chypre est située dans le bassin levantin, à l'est de la partie orientale de la mer Méditerranée. D'une superficie de 9 250 km², Chypre est à peine plus grande que la Corse. Au nord de l'île, la Turquie n'est distante que de 75 km. Les autres pays riverains sont à l'est la Syrie, le Liban, Israël et au sud, l'Égypte et la Libye. À l'ouest, la Grèce continentale est située à près de 1000 km. Son nom, Kypros, est à l'origine du mot cuivre, en référence aux importants gisements de ce métal qui firent sa prospérité. Sur l'île, 2 blocs de montagnes s'étirent d'est en ouest, le massif du Troodos au sud et la chaîne de Kyrenia au nord. Au centre, c'est la plaine de la Mésorée. C'est du massif de Troodos que proviennent les rares ressources en eau de l'île. Mais cela ne suffit pas et 70% de l'approvisionnement en eau potable est assuré par des centrales de dessalement d'eau de mer. La multiplication des épisodes de grande sécheresse accentue la pression sur la ressource en eau. L'île compte presque 1 300 000 habitants, séparés entre le nord et le sud. Au sud, 95% des habitants sont des Chypriotes grecs de confession chrétienne orthodoxe. Au nord, 98% des habitants sont d'origine turque de confession musulmane. Alors, pour comprendre cette séparation devenue structurelle de Chypre, il faut se plonger dans l'histoire. Du fait de sa position de carrefour entre Afrique, Asie et Europe, Chypre a toujours fait l'objet de nombreuses convoitises. Ainsi, après une période de domination byzantine, puis vénitienne, ce sont les Ottomans qui s'en emparent. Après 3 siècles de domination, Chypre devient une colonie britannique en 1914. En parallèle, on assiste à la montée de l'Énosis, union en grec, le mouvement pro-grec prônant le rattachement de l'île à la Grèce. Résultat, les Britanniques, pour contrer leur révolte, soutiennent des milices chypriotes turques. Cette situation va déboucher sur une guerre civile qui se conclut en 1959 par l'accession de l'île à son indépendance. 16 août 1960, le pays devient une république indépendante, membre de l'ONU et du Commonwealth. Le Royaume-Uni conserve encore aujourd'hui 2 bases militaires sur l'île qui sont 2 zones de souveraineté britannique en territoire chypriote. Dès 1964, le pays bascule dans une nouvelle guerre civile, à laquelle prennent part les armées grecques et turques en fournissant un soutien militaire à chacun de leurs camps. La situation se tend encore sous la dictature des colonels en Grèce qui renversent le gouvernement de Chypre. Alors, le 20 juillet 1974, la Turquie lance l'opération Attila. Les troupes turques débarquent dans le nord de l'île et en prennent le contrôle.
Cette situation va engendrer un exode massif de population. Entre 1974 et 1975, de 150 000 à 200 000 chypriotes grecs partent vers le sud, tandis que 40 000 chypriotes turcs effectuent le chemin inverse. Conséquence de cette histoire, en 2023, on l'a dit, le pays se compose au nord de la République turque de Chypre du Nord, décrétée en 1983, un État qui n'est reconnu que par la Turquie, et au sud de la République de Chypre, issue de l'indépendance en 1960, celle qui siège à l'ONU, membre de l'Union européenne depuis 2004. Ces deux Chypres sont séparés par une ligne verte, une bande de terre d'une largeur de 3 mètres à 7 km et qui s'étend sur 180 km dans la plaine de la Mésorée. Cette ligne est sous le contrôle des casques bleus de l'ONU. Nicosie, la capitale des deux républiques, est la seule capitale officielle d'État au monde divisée entre deux entités avec un mur. Ce n'est que depuis 2003 que les habitants sont autorisés à traverser pour se rendre de part et d'autre de la cité. Dans la zone tampon qui traverse la ville se trouve l'ancien aéroport international, figé dans le temps, à l'instar de maisons et commerces abandonnés. Même l'économie de l'île est divisée. La République de Chypre fait partie de l'Union européenne et de la zone euro. Son économie est très liée au tourisme, qui a largement bénéficié de la baisse de fréquentation en Turquie et en Égypte. D'une manière générale, le secteur tertiaire emploie à lui seul près de 80% de la population du sud de l'île. Doté de la 11e flotte mondiale et de la 3e au niveau européen, le transport maritime constitue l'autre pilier de l'économie chypriote. Enfin, la Grèce constitue de loin le premier partenaire commercial de Chypre. De son côté, la République turque de Chypre du Nord, sous embargo international depuis 1983, ne peut signer d'accord qu'avec Ankara, dont elle a adopté la monnaie, la livre turque. Ainsi, depuis 2007, la Turquie a assuré entre 15 et 30% de son budget annuel. La crise économique et monétaire qui affecte la Turquie depuis 2018 se fait lourdement ressentir. En 2021, le taux d'inflation à Chypre Nord dépassait les 46%. Au cours des 2 dernières décennies, d'importantes ressources d'hydrocarbures ont été découvertes dans le bassin levantin. La quantité de gaz est estimée à environ 2500 milliards de mètres cubes, soit un chiffre équivalent aux réserves du Kazakhstan, mais inférieur bien sûr à celle de la Russie. L'Égypte, le Hamas pour la bande de Gaza, Chypre, Israël, le Liban et la Syrie sont concernés. Aucun gisement n'a été localisé dans les eaux territoriales turques. Par conséquent, Ankara cherche à étendre sa zone économique exclusive dans l'espoir de trouver des hydrocarbures. Alors arrêtons-nous sur cette notion de ZEE. Établie par la Convention de Montego Bay, elle définit une bande de 200 000 marins qui correspond à la zone où les pays ont le droit souverain d'exploiter les ressources de la mer et ses sous-sols. Or, les dimensions de la Méditerranée ne permettent pas d'appliquer ces règles, car par endroits, les ZEE se chevaucheraient. Résultat, la Convention recommande aux États riverains de la Méditerranée de conclure des accords à l'amiable. Ainsi, les découvertes d'hydrocarbures conduisent à la signature d'accords créant 2 camps. D'un côté, des accords sont signés entre la République de Chypre, Israël, l'Égypte et la Grèce pour définir les contours de leur ZEE. La ZEE de la République de Chypre englobe toute l'île, puisque, rappelons-le, seule la Turquie reconnaît la République turque de Chypre Nord. D'autre part, la Turquie, qui conteste ces accords et revendique une ZEE plus étendue, a signé des accords avec la République turque de Chypre du Nord, qui ne peut rien lui refuser, et surtout avec le gouvernement d'entente nationale libyen, créant ainsi un front Libye-Turquie. Les tracés définis par ces accords empiètent sur les ZEE de la République de Chypre et de la Grèce, créant de vives tensions. Ainsi, en février 2018, un navire de forage de la Saipem, filiale d'Eni, qui se trouvait dans une zone des eaux chypriotes revendiquée par la République turque de Chypre du Nord, a été arrêté par des navires militaires turcs et sommé de faire demi-tour.
En janvier 2020, pour faire front contre Ankara, l'Italie, la Grèce, la République de Chypre, Israël, les territoires palestiniens, la Jordanie et l'Égypte fondent une organisation régionale, le Forum du gaz de la Méditerranée orientale, afin de transformer la région en un hub énergétique. En août 2020, Ankara envoie l'Oruç Reis, un navire de recherche sismique sous escorte militaire, dans des zones revendiquées par la Grèce et la République de Chypre. Paris déploie alors 2 avions Rafale et 2 navires de guerre en Méditerranée orientale, dans le cadre d'un exercice naval conjointement avec la Grèce. Et l'Union européenne renforce les sanctions à l'encontre d'Ankara. En octobre 2020, la Turquie envoie cette fois un navire de forage, le Yavuz, dans la ZEE chypriote. Pour Ankara, ces interventions sont légitimes au nom des droits et des intérêts des Turcs chypriotes. D'autant plus qu'il y a un réel intérêt pour la Turquie et la République de Chypre du Nord à trouver des gisements en pleine crise économique. Enfin, le président turc utilise la question chypriote pour flatter son électorat nationaliste. La mer Méditerranée apparaît au cours des ères secondaires et tertiaires, période géologique de la Terre allant de moins 250 à moins 2,58 millions d'années. Tout d'abord, le supercontinent, nommé Pangée, est sujet à une forte activité volcanique. Elle provoque un début de cassure dans laquelle l'océan s'engouffre pour arriver dans la région de la future Méditerranée. Ensuite, avec la dérive des continents, l'eau va se retrouver coincée entre les plaques africaines et eurasiatiques. Elle va alors s'évaporer et la future Méditerranée devient un grand lac salé. Il y a 5,3 millions d'années, l'isthme reliant l'Afrique à l'Europe s'affaisse au niveau de l'actuel détroit de Gibraltar. L'eau remplit le bassin et le niveau de la mer monte de plus de 10 mètres par jour. Cet épisode donne naissance à la mer Méditerranée telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, la Méditerranée a une surface de 2 511 000 km², soit 5 fois la France. Elle s'étire sur une longueur de 3 800 km de Beyrouth au Liban au détroit de Gibraltar. Sa largeur est variable de 800 km entre Gênes en Italie et Bizerte en Tunisie, à 138 km entre le cap Granitola en Sicile et le cap Bon, toujours en Tunisie. La Méditerranée compte 3 rives, européennes au nord, africaines au sud, orientale à l'est, qui forment 46 000 km de littoral. Des rives qui partagent un climat chaud et sec durant l'été et des précipitations réparties entre octobre et mars. Du fait de son histoire géologique et de ses conditions climatiques, la mer Méditerranée renferme à elle seule entre 8 et 10% de la biodiversité de l'océan mondial, alors qu'elle ne représente que 0,8% de sa superficie. Une richesse très utile puisque les écosystèmes méditerranéens ou herbiers marins, tels que la posidonie ou les formations coralligènes, offrent de nombreux services. Ils purifient l'eau par filtration et contribuent à son oxygénation. Ils protègent le littoral contre l'érosion. Ils constituent un habitat pour de nombreuses espèces. Par ailleurs, ils agissent comme réservoirs pour le carbone accumulé pendant des millénaires, atténuant ainsi l'impact du changement climatique. Mais cette incroyable richesse est en danger, on l'a dit. La Méditerranée relie 22 États et territoires riverains rassemblant 512 millions d'habitants. Un tiers d'entre eux habitent sur les côtes, conséquence, excès de l'urbanisme et forte pression démographique. À cela s'ajoutent les quelques 360 millions de touristes par an, ainsi que les 26 millions de croisiéristes. Prenons l'exemple de la Côte d'Azur en France. À partir des années 50, le développement du tourisme s'accélère, conduisant à l'artificialisation du littoral, c'est-à-dire des aménagements gagnés sur la mer. C'est ainsi que se développent des infrastructures de transport, des ports, des aéroports, touristiques, des hôtels, des casinos, et des grands projets d'urbanisme. On voit ici Villeneuve-Loubet-Plage avant et après le projet de marina dite Marina Baie des Anges. En 2023, 35% du littoral du département des Alpes-Maritimes est artificialisé, provoquant une baisse de la biodiversité et la destruction irréversible de certaines espèces qui ne parviennent pas à s'adapter au nouvel environnement.
Alors on va maintenant s'intéresser à une autre conséquence de cette pression touristique et démographique, les déchets. Ordures ménagères, métaux lourds, pesticides et surtout du plastique. À l'échelle de la Méditerranée, une étude estime qu'il y a entre 150 000 et 600 000 tonnes de plastique rejetées chaque année dans la mer. Sur cette carte de 2020, on peut voir que l'Italie, la Turquie, l'Égypte et l'Algérie sont les pays avec les taux de rejet de plastique les plus élevés en tonnes par an. Cette pollution plastique n'est pas uniquement le fait des zones côtières, mais aussi de certains pays qui ne bordent pas la Méditerranée, mais qui font partie de son système fluvial, comme le Soudan avec le Nil ou la Suisse avec le Rhône. Une ONG grecque a rassemblé une équipe de plongeurs bénévoles qui sillonnent les îles et les côtes pour ramasser les déchets. Entre 2017 et 2022, ils ont ramassé 90 000 bouteilles d'eau, 21 tonnes de filets de pêche, 1700 pneus. Ils ont également découvert des déchets plastiques ingérés dans 20 à 45% des poissons et moules testés. Alors voyons maintenant comment la Méditerranée souffre aussi d'un trafic intense. La mer Méditerranée est le point de passage entre l'Asie et les Amériques, avec le canal de Suez et Gibraltar, tout en étant aussi la porte de sortie des biens en provenance d'Europe centrale et d'Asie centrale à travers la mer Noire. Un trafic intense qui a des conséquences sur l'environnement, telles que le déversement d'hydrocarbures, les déchets, mais aussi le bruit sous-marin et les collisions avec les mammifères marins. L'augmentation des zones d'activité pétrolière et gazière, telles les opérations de forage et pose de pipeline, constitue une autre source de pression sur la Méditerranée. Voici la réserve de gaz Léviathan, à 135 km au large des côtes israéliennes, une zone de forage en eau profonde. Pourtant, cette zone abrite, selon le WWF, un écosystème marin unique et délicat où l'on retrouve des espèces rares d'éponges, de vers, de mollusques et de coraux d'eau froide, dont certains sont âgés de plusieurs milliers d'années. La Méditerranée est aussi menacée par la pêche intensive et l'aquaculture. Ainsi, la Turquie est le pays méditerranéen qui pratique le plus l'aquaculture. Dans la baie de Gülük, la culture intensive du bar entraîne la diminution de l'oxygène dans l'eau. L'excès de nutriments, aliments pour les poissons et excrétions, augmente le niveau d'azote et de phosphore qui entraîne la prolifération d'algues. Résultat, des zones mortes où les organismes aquatiques ne peuvent plus survivre. Les aires marines protégées, ou AMP, ont vu le jour en 1962 à Seattle, à l'occasion de la première conférence mondiale sur les parcs nationaux. Ces AMP sont des zones où, par exemple, la pêche ou l'extraction d'hydrocarbures sont interdites. Ce peut être aussi des zones où les mammifères marins font l'objet d'une attention particulière. Sauf qu'en Méditerranée, ces AMP constituent parfois un véritable mirage. Certaines aires sont volontairement implantées par les États dans des zones peu intéressantes en termes de biodiversité, afin de gonfler artificiellement le nombre d'aires marines protégées. Mais surtout, elles sont souvent insuffisamment réglementées. Ainsi, en 2020, les 1062 aires marines protégées recouvraient seulement 6% du bassin méditerranéen. Mais si l'on observe de plus près les réglementations qui régissent ces aires, le pourcentage tombe à 0,23% d'aires marines ayant des niveaux de protection efficaces, voire même à 0,06% pour les zones entièrement protégées. Des zones que l'on localise sur cette carte, mais qui en réalité sont invisibles à cette échelle. Alors il y a malgré tout, heureusement, des expériences réussies. Ainsi, en France, le parc marin de la Côte Bleue a mis en place 2 zones marines intégralement protégées, la réserve de Carry-le-Rouet et la réserve de Cap-Couronne. Dans ces réserves, toutes les activités humaines telles que la pêche, la plongée, le mouillage des navires et autres sont totalement interdites. Ces 2 réserves sont délimitées en mer par des bouées de balisage de couleur jaune, surmontées d'une croix de Saint-André et d'un éclairage pour la nuit. À cela s'ajoutent des panneaux situés à terre au point d'accès au littoral. Enfin, les sites sont placés sous surveillance tout au long de l'année.
Autre motif d'espoir dans ces zones, l'extraordinaire capacité de la vie marine à se restaurer dès lors que l'on réduit la pression humaine. La preuve dans un autre espace maritime, le Pacifique. Les récifs coralliens de certains atolls, détruits par les essais nucléaires réalisés par la France entre 1966 et 1995, ont pu se reconstituer en partie ces 40 dernières années. La Méditerranée a une surface de 2 511 000 km², soit 5 fois la France métropolitaine. Elle s'étire sur une longueur de 3 800 km de Beyrouth au Liban jusqu'au détroit de Gibraltar. La Méditerranée compte 3 rives, européenne au nord, africaine au sud, asiatique à l'est, qui forment 46 000 km de littoral. Des rives qui partagent un climat chaud et sec durant l'été et des précipitations réparties entre octobre et mars. Alors regardons maintenant comment la Méditerranée souffre d'un trafic intense. Cette mer est le point de passage entre l'Asie et les Amériques, avec le canal de Suez et Gibraltar, tout en étant aussi la porte de sortie des biens en provenance d'Europe centrale et d'Asie centrale à travers la mer Noire. Un trafic intense qui a des conséquences sur l'environnement, telles que le déversement d'hydrocarbures, les déchets, mais aussi le bruit sous-marin. L'augmentation des zones d'activité pétrolière et gazière, telles que les opérations de forage et les poses de pipeline, constituent une autre source de pression sur cette mer. Enfin, il y a les enjeux humains et migratoires. Depuis le début des années 90, la Méditerranée est devenue un gigantesque cimetière. Entre 2014 et 2024, l'ONU y a dénombré plus de 28 000 morts et disparus. À la pointe sud-ouest de l'Europe, l'Espagne occupe une position géographique singulière. Au carrefour, on l'a dit, entre le continent européen et l'Afrique du Nord, qui sont donc séparés par le stratégique détroit de Gibraltar. L'Espagne partage la péninsule ibérique avec le Portugal, à sa frontière ouest. Le pays ouvre à l'est sur la Méditerranée avec les îles Baléares, à l'ouest sur l'Atlantique jusqu'à l'archipel des Canaries et au nord sur le golfe de Gascogne. Les Pyrénées délimitent la frontière terrestre avec la France. Au sud, l'Espagne revendique le contrôle de Gibraltar, une enclave britannique depuis 1713, et elle possède les villes de Melilla et Ceuta sur la côte marocaine, on y reviendra. Le pays est en effet en première ligne sur les routes migratoires occidentales entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, qui passent par le Maroc, puis les côtes et les îles espagnoles. Celles et ceux qui risquent leur vie à bord de pateras arrivent aux Canaries ou dans les autres ports espagnols. De plus, l'Espagne est le seul pays européen à avoir une frontière terrestre avec l'Afrique, à Ceuta et Melilla, villes vestiges de la colonisation. Madrid y coopère avec Rabat pour refouler les migrants qui tentent de franchir les barbelés et d'entrer sur le territoire européen. Pour comprendre cette relation Espagne-Maroc, nous rejoignons Algésiras, grand port de la Méditerranée. Hors saison ici, pas grand monde, beaucoup de guichets de tickets vers le Maroc sont encore fermés. Pour Algésiras-Tanger, comptez 1h30 de traversée. Pour Ceuta, où nous allons, l'enclave espagnole en terre africaine, il nous faudra 1 heure. Avant d'embarquer, le check-in ressemble à celui d'un aéroport normal. On change de continent, même si on ne change pas de pays. Le jour se lève, le continent européen s'éloigne. Autour de nous, dans le détroit, des cargos et des pétroliers. Le ferry, lui, est vide. Il sera plein cet été, quand un demi-million de vacanciers européens et de familles d'immigrés ou issus de l'immigration embarqueront vers le Maghreb, soit 11 000 trajets de ferry en 3 mois. Et voici déjà Ceuta. À l'entrée, les colonnes d'Hercule, le mythe grec de la séparation de l'Europe et de l'Afrique. Et voilà, nous foulons la terre africaine, alors que nous sommes encore en Espagne. Débarquer à Ceuta, c'est débarquer dans une ville espagnole depuis le XVe siècle. Un curieux endroit où l'on se sent entre deux mondes, à peine 20 km², 80 000 habitants, dont 45% de musulmans. Une cohabitation manifestement paisible sur ces petites places typiquement espagnoles,
où se dressent des églises, dont celle-ci, bâtie sur une ancienne mosquée. Nous quittons la super-préfète de Ceuta et son discours très positif sur l'harmonie du moment entre Madrid et Rabat. Pourtant, l'histoire entre l'Espagne et le Maroc a connu des épisodes difficiles, notamment sur la question du Sahara occidental. À 14 km du continent européen, le Maroc se situe au carrefour de l'Union européenne, de l'Afrique et du monde arabe. Dans ses dimensions reconnues par le droit international, le Maroc a une superficie de 446 000 km², mais le royaume revendique de facto un territoire d'une superficie totale de 713 000 km², incluant le Sahara occidental. Le Maroc a pour voisins l'Algérie et la Mauritanie. 1958, le parti de l'indépendance, l'Istiklal, publie cette carte du Grand Maroc. Elle revendique des territoires qui en auraient fait partie historiquement, une carte reprise ensuite par le roi Mohamed V. La conquête du Sahara occidental, à l'époque colonie espagnole, est pour le successeur de Mohamed V, Hassan II, un enjeu très politique. En 1975, au départ des Espagnols de leur colonie, Hassan II lance la fameuse Marche verte. Ces hommes pénètrent au Sahara espagnol et le territoire est alors partagé entre le Maroc et la Mauritanie. La guerre éclate, les deux pays font face au mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario, un mouvement soutenu par l'Algérie. Depuis le cessez-le-feu de 1991, l'ONU considère toujours le Sahara occidental comme territoire non autonome, non décolonisé, en l'absence de référendum d'autodétermination. Le Maroc occupe de facto 80% du territoire, alors que le Front Polisario contrôle le reste, toujours soutenu par l'Algérie. Cette question du Sahara occidental, elle occupe une place importante ici, à Ceuta. Voici justement le seul poste frontière avec le Maroc, aujourd'hui bien calme. Et pour cause, depuis que Madrid a accepté la souveraineté marocaine sur le territoire sahraoui, la relation avec Rabat s'est détendue. Pourtant, tout le monde a encore en tête la crise de mai 2021, ici, à ce même poste frontière, lorsque le Maroc avait laissé passer 10 000 migrants en 24 heures, contraignant l'Espagne à déployer l'armée à Ceuta. Peu après, Madrid avait changé de politique sur le Sahara occidental et la frontière avait retrouvé son calme. Seule l'extrême droite européenne continue de diffuser largement ces images sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'il s'agit là encore d'une réalité quotidienne. Avant le Covid et la crise migratoire avec le Maroc de mai 2021, des milliers de frontaliers passaient ici tous les jours, souvent des femmes chargées de vêtements achetés à Ceuta. Mais désormais, c'est terminé. Périlleuses sont ces routes migratoires vers l'Europe. Driss connaît celle du détroit de Gibraltar, mais il en existe bien d'autres. Sortons nos cartes. Pour commencer, rappelons que l'UE compte 448 millions d'habitants. Sur l'année 2023, ont été enregistrées par l'agence Frontex 274 000 entrées irrégulières sur le territoire européen. C'est davantage qu'en 2022, 180 000, mais 4 fois moins qu'en 2015, où plus d'1 million de personnes étaient entrées illégalement dans l'Union. On distingue 3 routes migratoires vers l'UE. Voici la plus empruntée, la route dite centrale, via les côtes libyennes et tunisiennes, vers l'Italie. Frontex y a comptabilisé 157 000 personnes en 2023, en provenance essentiellement d'Afrique subsaharienne, notamment la Guinée et la Côte d'Ivoire. Vient ensuite la route dite orientale, par la Turquie, la Grèce et les Balkans. Ce fut la route la plus empruntée en 2015, au plus fort de la guerre en Syrie, près de 900 000 personnes en 12 mois. Mais en 2023, 60 000 personnes seulement ont emprunté cette voie. Des Syriens fuyant le régime Assad ou encore des Afghans fuyant le régime des talibans. Enfin, la route dite occidentale, elle part de l'Algérie et du Maroc en direction de l'Espagne et elle a concerné 57 000 personnes en 2023. Sur cette route, voici l'archipel des Canaries dans l'Atlantique, une zone actuellement sous tension qui a vu affluer plus de 30 000 personnes au cours de l'année 2023. Les migrants qui tentent moins qu'auparavant de passer par les 2 enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla, depuis, on l'a dit, une collaboration rapprochée entre Rabat et Madrid. Fin de journée à Ceuta. Derrière ces barbelés, un village marocain et 7 montagnes. Regardez ce relief.
Les habitants y voient le visage d'une femme morte, étendue, une gisante. Ici, la frontière entre l'Espagne et le Maroc est fermée. En décembre 2023, la police chérifienne a de nouveau refoulé quelques centaines de migrants qui tentaient de passer les barrières. En mer, 2 vedettes de garde-côtes marocains. Ils nous observent avant de poursuivre dans les eaux espagnoles. Ceuta est vraiment un endroit particulier. Retour sur le continent européen, à Algésiras. Nuit et jour dans ce port, on charge et on décharge des milliers de containers venus du monde entier. Peu connu, Algésiras est pourtant le 5e port industriel d'Europe, après Rotterdam, Anvers, Hambourg et Valence. Aujourd'hui, il pleut. Et pour ces régions du sud qui souffrent de sécheresse chronique, c'est une bonne nouvelle. Nous avons rendez-vous à la tour de contrôle de ce port vital pour les 100 000 bateaux de commerce et 1000 bateaux militaires qui passent chaque année ici. De quoi transformer le détroit de Gibraltar en véritable caisse de résonance de l'économie mondiale. Porte-containers, raffinerie, ravitaillement en pétrole, industrie métallurgique, à Algésiras, la ville tout entière vit autour de ces activités portuaires. Et un centre universitaire a même été installé ici, au cœur du détroit, pour étudier, devinez quoi, les relations euro-méditerranéennes. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Méditerranée en provenance de la ville tunisienne de Sfax vers l'île italienne de Lampedusa, distante de seulement 188 km. La Tunisie enregistre plus de 100 000 départs de ses côtes en 2023, un chiffre en augmentation dont une majorité venue d'Afrique subsaharienne. En cause, la nouvelle politique xénophobe de Kais Saied, notamment ciblée des travailleurs venus de Côte d'Ivoire, du Mali, de Guinée. Victimes d'agressions, certains ont également perdu du jour au lendemain leur travail, souvent informel. À tel point que ce sont parfois les pays d'origine qui ont organisé des rapatriements d'urgence pour leurs ressortissants. La dérive tunisienne a également des conséquences en Italie, devenue la première porte d'entrée vers l'Europe, devant la Grèce et l'Espagne. Face à ces flux migratoires, la dirigeante italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, a décrété l'état d'urgence afin de débloquer plus rapidement des moyens supplémentaires. Rome solidaire de Tunis, notamment pour obtenir du FMI qu'il débloque un prêt d'environ 2 milliards de dollars. En effet, la Tunisie est endettée à hauteur de 80% de son PIB. Mais Saied refuse toujours de mettre en œuvre le programme de réforme que lui demande l'institution financière. Faciliter les échanges entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Car il est temps pour nous de découvrir Gibraltar et son économie florissante. Très étrange moment que celui où l'on quitte l'ambiance Europe du Sud pour ce rocher so-british, une frontière Espagne-Royaume-Uni de quelques mètres, semblable à un péage. Quelques secondes à peine, et nous voici dans un autre monde. Cabine téléphonique rouge façon London, une avenue Winston Churchill, des goodies du roi Charles, des fish and chips qui voisinent avec un restaurant de paella. Les touristes viennent ici profiter d'un drôle de mélange, mais aussi admirer les célèbres singes du rocher, dont Churchill disait « Le jour où ils ne seront plus là, Gibraltar n'appartiendra plus au royaume ». Gibraltar, joyau de la couronne britannique depuis 1704. Nous traversons aussi cette drôle de piste d'aéroport. Ici, les avions ne vont que vers l'Angleterre. Une piste pile à l'entrée de Gibraltar, foulée chaque matin par ses enfants en uniforme d'écoliers britanniques. Ils vivent souvent du côté espagnol, prix de l'immobilier oblige, mais sont scolarisés dans les collèges anglais. Chaque matin, ce sont aussi des milliers d'Espagnols qui viennent travailler, notamment dans les hôtels de luxe du Rocher. Sauf que depuis le Brexit, ici aussi, les échanges sont devenus moins fluides. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la libre circulation des biens et des personnes n'est plus applicable et les contrôles migratoires ont été rétablis à destination et en provenance du Royaume-Uni. Malgré une séparation extrêmement tendue, l'essentiel était de préserver autant que possible les quelques 700 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni. Aucun droit de douane ni quota ne sont applicables, mais les procédures de contrôle, les formalités administratives sont rétablies.
C'est au niveau des importations que l'évolution est la plus nette. La part des biens achetés dans l'Union européenne a ainsi chuté, passant de 53% avant le Brexit en 2015 à 48% en 2022. Les États-Unis et la Chine ont désormais dépassé l'Allemagne et sont devenus les premiers fournisseurs des entreprises britanniques. Le Royaume-Uni, qui a souffert d'un manque de main-d'œuvre, notamment du fait de la pandémie, 1,3 million d'étrangers auraient quitté le pays entre 2019 et 2021, situation aggravée par le Brexit. Mais depuis, ces départs ont été compensés par l'arrivée de nombreux étrangers venus d'Asie et d'Afrique. Mais ceux-ci n'ont comblé qu'en partie les manques dans des secteurs importants, dont l'hôtellerie-restauration, l'agriculture et le transport routier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. N'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.